Jeanne d'Arc, la guerrière guidée par des voix divines. Introduction, une figure hors du commun. Dans l'histoire de France, peu de personnages ont autant marqué les esprits que Jeanne d'Arc. Fille de paysans, illettrée, née dans une époque troublée, elle a bouleversé le destin d'un royaume en crise. Son épopée, guidée par des voix mystérieuses, a inspiré des générations d'artistes, d'écrivains, de chefs d'État et de croyants. Mais qui était vraiment Jeanne d'Arc ? Comment une adolescente a-t-elle pu s'imposer comme chef de guerre, stratège et symbole national ? Quels étaient ces messages divins qui l'ont poussée à défier l'ordre établi ? Pour comprendre Jeanne, il faut plonger dans la France du XVe siècle, une terre déchirée par la guerre, la famine, la peur et l'espoir. À la fin de la vidéo, vous découvrirez 5 faits très peu connus ou secrets sur Jeanne d'Arc. Chapitre 1. La France au temps de Jeanne, un royaume en péril. Au début du XVe siècle, la France est un pays à genoux. Depuis 1337, la guerre de 100 ans oppose la France à l'Angleterre. Les campagnes sont ravagées, les villes assiégées, la population décimée par la peste noire et la famine. Le roi Charles VI, surnommé le Fol, sombre dans la démence, laissant le pouvoir à des factions rivales. Les Bourguignons, alliés des Anglais, contrôlent le nord du pays, tandis que le sud reste fidèle au dauphin Charles, héritier contesté du trône. La société médiévale est profondément religieuse. Les églises rythment la vie quotidienne, les processions et les pèlerinages sont fréquents. Mais la foi est aussi teintée de superstition, de peur, de vision. Les miracles, les apparitions, les signes divins sont pris très au sérieux, surtout dans les campagnes. C'est dans ce contexte de chaos, de violence et de ferveur religieuse que naît Jeanne d'Arc. Chapitre 2. Domrémy, l'enfance d'une future héroïne. Jeanne voit le jour vers 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine, sur la frontière entre les territoires fidèles au roi et ceux contrôlés par les Bourguignons. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, elle grandit dans une famille modeste mais respectée. Son père est laboureur, sa mère s'occupe du foyer et de l'éducation religieuse des enfants. Dès son plus jeune âge, Jeanne se distingue par sa piété. Elle fréquente assidûment l'église du village, participe aux offices, jeûne, prie longuement. Les témoins de l'époque décrivent une enfant sérieuse, généreuse, aimée de tous. Elle aide aux travaux des champs, file la laine, garde les troupeaux. Mais elle se montre aussi courageuse. Lors d'un raid des Bourguignons, elle protège les villageois et refuse de fuir. La région de Domrémy est régulièrement le théâtre de combats, de pillages, d'incendies. Jeanne grandit dans la peur, mais aussi dans l'espoir d'une délivrance. Elle entend souvent parler des prophéties annonçant qu'une vierge sauverait la France. Chapitre 3. Les premières voix, l'appel du divin. C'est à l'âge de 13 ans, en 1425, que la vie de Jeanne bascule. Un jour, alors qu'elle se trouve dans le jardin de son père, elle entend une voix, accompagnée d'une lumière éclatante. Elle racontera plus tard « J'eus très grand peur. Et la voix me dit de me bien conduire, d'aller souvent à l'église. » Cette voix, Jeanne l'identifie comme celle de l'archange Saint Michel, chef des armées célestes. Peu à peu, d'autres voix se manifestent, Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche. Ces saintes, très populaires au Moyen-Âge, sont des modèles de pureté, de courage et de foi. Elles encouragent Jeanne à rester pieuse, à protéger la France et à soutenir le dauphin Charles. Au début, Jeanne garde le secret. Elle craint d'être prise pour une folle ou une sorcière. Mais les voix deviennent de plus en plus pressantes. Elle lui annonce qu'elle devra partir, quitter sa famille et accomplir une mission divine. Va, fille de Dieu, va faire lever le siège d'Orléans, va faire sacrer le roi à Reims. Chapitre 4. La décision de partir, un acte de foi et de courage. En 1428, la situation de la France est critique. Orléans, dernier bastion sur la Loire, est assiégée par les Anglais. Si la ville tombe, le royaume est perdu. Les voix de Jeanne lui ordonnent d'agir. Après avoir résisté, elle finit par se confier à un oncle, Durand Laxart, qui accepte de l'accompagner à Vaucouleurs, chez Robert de Baudricourt, capitaine royaliste. À Vaucouleurs, Jeanne doit convaincre des hommes aguerris de la véracité de sa mission. Elle subit des moqueries, des interrogatoires, mais sa détermination impressionne. Elle prédit la défaite des Français à la bataille de Rouvray, la journée des harengs, ce qui se réalise. Baudricourt, troublé, accepte finalement de lui fournir une escorte pour rejoindre le dauphin Charles à Chinon. Jeanne coupe ses cheveux, revêt des habits d'homme pour se protéger sur la route, et part, au péril de sa vie,
à travers un pays en guerre. Chapitre 5. La rencontre avec le dauphin Charles, un test décisif. Le 6 mars 1429, Jeanne arrive à Chinon. La cour est méfiante. Comment une jeune fille de 17 ans, sans éducation, pourrait-elle sauver la France? Charles, prudent, décide de la mettre à l'épreuve. Il se cache parmi ses courtisans, mais Jeanne le reconnaît immédiatement, sans l'avoir jamais vu. Elle lui confie un secret que seul lui connaît, ce qui achève de le convaincre de sa sincérité. Jeanne est ensuite soumise à un examen théologique à Poitiers. Les docteurs de l'Église l'interrogent sur sa foi, ses voies, ses intentions. Ils ne trouvent rien à lui reprocher. L'archevêque de Reims, Regnault de Chartres, déclare « Il y a en elle quelque chose de divin ». Charles accepte de confier à Jeanne une armée pour lever le siège d'Orléans. Elle reçoit une armure, un étendard blanc orné de la fleur de lys et de l'inscription Jésus-Maria, et prend la tête des troupes. Chapitre 6. La libération d'Orléans, le tournant de la guerre. Le siège d'Orléans dure depuis octobre 1428. Les Anglais, commandés par le redoutable John Talbot, encerclent la ville. Les habitants sont à bout de force. L'arrivée de Jeanne, en avril 1429, redonne espoir aux assiégés. Jeanne ne se contente pas de prier. Elle participe activement au combat, encourage les soldats, traverse les lignes ennemies pour apporter des vivres. Son charisme galvanise les troupes. Elle est blessée à l'épaule par une flèche, mais refuse de quitter le champ de bataille. Le 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège. C'est la première grande victoire française depuis des années. Jeanne devient la pucelle d'Orléans, acclamée par le peuple et les soldats. Chapitre 7. La chevauchée vers Reims, le sacre du roi. Après Orléans, Jeanne persuade Charles de marcher vers Reims, ville du sacre traditionnel des rois de France. Malgré les dangers, les villes se rendent sans combattre sur son passage. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, Troyes. Jeanne est vue comme une envoyée de Dieu, et même les adversaires hésitent à l'affronter. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France à Reims, en présence de Jeanne, qui tient son étendard à ses côtés. C'est un moment d'une portée symbolique immense. La légitimité du roi est restaurée, la France retrouve l'espoir. Jeanne, pourtant, ne s'arrête pas là. Elle veut libérer Paris, toujours aux mains des Bourguignons. Chapitre 8. Les dernières campagnes, l'échec devant Paris. En septembre 1429, Jeanne et l'armée royale marchent sur Paris. Mais la ville est bien défendue, et Charles VII, prudent, hésite à s'engager pleinement. Lors de l'assaut du 8 septembre, Jeanne est blessée à la cuisse par une arbalète. L'attaque échoue, et le roi ordonne la retraite. C'est un coup dur pour Jeanne, qui sent que la volonté politique faiblit. Elle continue cependant à mener des opérations militaires, notamment à Saint-Pierre-le-Moutier et la Charité-sur-Loire, mais sans le soutien total du roi. Chapitre 9. La capture à Compiègne, la trahison. Le 23 mai 1430, alors qu'elle tente de défendre Compiègne contre les Bourguignons, Jeanne est capturée lors d'une sortie. Les portes de la ville se referment derrière elle, la laissant aux mains de l'ennemi. Certains historiens évoquent une possible trahison de la part des notables de la ville, soucieux de négocier avec les Bourguignons. Jeanne est vendue aux Anglais pour 10 000 livres tournois, une somme considérable. Elle est transférée à Rouen, où l'attend un procès inique. Chapitre 10. Le procès de Rouen, un combat pour l'âme. Le procès de Jeanne d'Arc débute en janvier 1431. Il est mené par Pierre Cochon, évêque de Beauvais, allié des Anglais. Jeanne est accusée d'hérésie, de sorcellerie, de port d'habit-d'homme, de désobéissance à l'Église. Le procès est une mascarade. Jeanne est privée de tout soutien, enfermée dans une prison anglaise, menacée de torture. Pourtant, elle se défend avec une intelligence et une dignité remarquables. À la question « Êtes-vous en état de grâce ?» elle répond « Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. » Cette répartie impressionne même ses juges. Malgré ces réponses, le verdict est joué d'avance. Jeanne est condamnée à être brûlée vive comme hérétique et relapse. Chapitre 11. Le martyr, la mort de Jeanne. Le 30 mai 1431, Jeanne est conduite sur la place du Vieux-Marché à Rouen. Elle a 19 ans. Elle demande à tenir une croix, qu'un prêtre lui apporte. Jusqu'au bout, elle proclame sa foi et son innocence. Ses dernières paroles sont « Jésus, Jésus, Jésus ». Le bourreau allume le bûcher. Jeanne meurt dans la souffrance, mais sans renier ses voies ni sa mission.
Un soldat anglais, bouleversé, aurait déclaré « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte ». Ses cendres sont jetées dans la Seine pour éviter tout culte. Chapitre 12. La réhabilitation, de l'hérésie à la sainteté. 25 ans après sa mort, la mère de Jeanne et ses frères obtiennent l'ouverture d'un procès en réhabilitation. De nombreux témoins sont entendus, y compris d'anciens adversaires. En 1456, le pape Calixte III annule la condamnation de Jeanne, la déclarant innocente et victime d'un procès inique. Au fil des siècles, Jeanne devient un symbole national. Elle inspire des écrivains comme Voltaire, Michelet, Schiller, des peintres, des sculpteurs, des cinéastes. En 1920, elle est canonisée par le pape Benoît XV et devient Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Chapitre 13. Jeanne d'Arc dans la mémoire collective. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc est célébrée chaque année le deuxième dimanche de mai. Son image est omniprésente dans l'art, la littérature, la politique. Elle incarne le courage, la foi, la résistance à l'oppression. Elle a été récupérée par tous les courants, de la monarchie à la République, de l'Église à la laïcité. Des villes, des rues, des écoles portent son nom. Son histoire est enseignée dans le monde entier. Elle reste une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour la justice, la liberté, la dignité. Chapitre 14. 5 faits très peu connus ou secrets sur Jeanne d'Arc. Fait numéro 1. Son identité et son nom véritable restent mystérieux. Contrairement à l'image populaire, Jeanne d'Arc ne signait jamais d'Arc, mais Jehanne la Pucelle. Les historiens débattent encore de son véritable nom de famille, d'Arc étant probablement une construction postérieure. Certains documents la désignent aussi par le nom de sa mère, Romée. Cette incertitude sur son identité ajoute à l'aura de mystère qui entoure la Pucelle. Fait numéro 2. Les impostures et théories de survie après le bûcher. Après sa mort, plusieurs femmes ont prétendu être Jeanne d'Arc, la plus célèbre étant Claude des Armoises, reconnue par les frères de Jeanne. Des rumeurs ont circulé sur une possible substitution lors de l'exécution, et certains documents mentionnent des paiements à une certaine Jeanne après 1431. Ces impostures ont alimenté la légende d'une survie secrète. Fait numéro 3. Les hypothèses médicales et psychologiques modernes sur ses voix. Les voix et visions de Jeanne ont été interprétées par des spécialistes modernes comme des manifestations possibles d'épilepsie du lobe temporal, de troubles psychiatriques, schizophrénie, troubles bipolaires ou de phénomènes mystiques. Aucune hypothèse ne fait consensus, mais ces analyses montrent la complexité de son expérience. Fait numéro 4. Les manipulations politiques et récupérations historiques. Le procès de Jeanne fut orchestré par les Anglais pour discréditer Charles VII. Plus tard, Jeanne d'Arc a été récupérée par divers courants politiques, de la monarchie à la République, et même par des mouvements contemporains. Son image a été façonnée selon les besoins idéologiques de chaque époque. Fait numéro 5, anecdotes et procès oubliés. Procès matrimonial, accent, rôle réel dans les batailles. Avant sa mission, Jeanne fut impliquée dans un procès matrimonial à Toul, épisode rarement évoqué. Elle parlait avec un fort accent lorrain, ce qui la distinguait à la cour. Contrairement à la légende, elle ne combattait pas directement, mais portait l'étendard et inspirait les troupes. Ces détails, issus de témoignages secondaires, nuancent l'image héroïque traditionnelle. Conclusion, l'héritage de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la guerrière guidée par des voix divines, n'est pas seulement une héroïne du passé. Elle est un symbole universel, intemporel. Son message de courage, de foi, de fidélité à ses convictions résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que chacun, quelle que soit son origine, peut changer le cours de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si l'histoire de Jeanne d'Arc vous a touché, partagez-la, commentez, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants.